L'espoir des avocats du candidat malheureux à la présidentielle en Guinée-Bissau, les conseils de Domingos Simões Pereira pensent que le recomptage des voix ordonné par la Cour renversera les résultats du scrutin. Précision à suivre. La fête de l'Épiphanie endeuillée dans une ville au nord de l'Éthiopie. Au moins 3 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'une plateforme. Les fidèles étaient rassemblés pour la commémoration de cette solennité. Et puis, au Soudan, les élèves de la principale ville portuaire étaient dans les rues ce lundi. Ils protestent contre la flambée des prix des denrées alimentaires. Les autorités sont affolées. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Guinée-Bissau, les avocats de Domingos Simões Pereira, le candidat du parti historique PAIGC, restent optimistes pour leur candidat, se prononçant sur la récente décision de la Cour suprême demandant une vérification au niveau national des résultats de la présidentielle. Ils croient savoir que les compteurs seront désormais mis à zéro pour révéler le véritable élu du peuple. Plus de précisions avec Maître Carlos Pinto Pereira, l'un des avocats du PAIGC, joint au téléphone par notre rédaction. La décision de la Cour suprême va dans le sens complètement différent de celle de la Commission électorale, à la mesure où on peut considérer que la Cour suprême a décidé qu'il n'y a pas de résultat. Alors, ces résultats qui ont été présentés comme résultats provisoires et que la CNE a prétendu faire devenir le résultat définitif, pour la Cour suprême, elle n'existe pas. Alors moi j'espère que demain on aura des décisions très précises de la Commission électorale informant quels sont les pas qui seront donnés pour respecter la décision de la Cour suprême. Je pense qu'il faut recommencer dès le bureau de vote parce qu'on doit, disons, assurer un processus continu et interrompu. Dès qu'on commence, il faut aller jusqu'au but. Et le but, c'est la production d'un procès verbal qui est fondamental parce que c'est ce procès verbal qui va donner le résultat final. C'est ce procès verbal qui sera lu au moment de, comment est-ce qu'on dit, quand le président va être, disons, installé, au moment de l'installation du président, c'est exactement ce procès verbal qui doit être lu avant son installation. Dès que la Cour suprême décide, tout le monde, public ou privé, doit obéir à cette décision. La milliardaire Isabel dos Santos est en guerre avec la justice et le gouvernement angolais qui l'accusent de détournement de fonds publics. Avait donc menacé de porter le combat sur le front politique en évoquant notamment sa possible candidature à la présidentielle, une possibilité justement qui suscite des réactions à Luanda, la capitale angolaise. On écoute ces personnes rencontrées. Eu não vejo qual é este angolano que vai apoiar uma candidatura de filho, de uma filha. Je ne vois pas quel Angolais soutiendra la candidature du fils ou de la fille d'un grand criminel, d'un destructeur du pays, d'un destructeur des Angolais. C'est pourquoi je dis qu'elle rêve si elle pense créer un parti politique. Est-ce que ce que j'appelle le comité des juges corrompus du MPLA et que les autres appellent le tribunal constitutionnel va reconnaître ce parti politique? O comitê de juízes corruptos do MPLA, que os outros chamam de Tribunal Constitucional, vão reconhecer esse partido? Não me parece que ela tenha assim tanto capital político. Pode eventualmente no mundo financeiro ter. Je ne pense pas qu'elle soit une grande figure politique. Bien qu'elle ait le pouvoir financier, elle n'a pas de pouvoir politique. Nous ne pouvons jamais oublier qu'en 2010, son propre père, pour se présenter à la tête du MPLA, a créé cette constitution qui lui a permis de se présenter comme le principal candidat pour finalement gouverner pendant toutes ces années. Ia concorrer atrelado ao partido do MPLA para ser o número 1 e, portanto, conseguiu governar durante esses anos todos. Do meu ponto de vista, é normal que ela se representa como sendo candidata nas presidências, porque nós dizemos que Angola é Je pense qu'elle a la liberté et le droit de se présenter à la présidence, mais c'est la constitution angolaise qui lui permet de le faire. Je ne suis pas sûr, mais si c'est le cas, soit son parti politique, le MPLA,
la présente sur une liste de candidats, soit elle doit créer son propre parti. Mais la grande question reste de savoir si ce parti sera accepté. Estamos a se perguntar, será que ela vai criar partido e o partido vai ser aceito ou não? A questão é esta. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, est attendue jeudi prochain en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les violences se poursuivent. Dans cette région, des centaines de civils ont été massacrés depuis l'an 2017. Michelle Bachelet va démarrer jeudi une visite de 4 jours en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette province où des centaines de civils ont été massacrés depuis fin 2017, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme visitera un camp de déplacés et rencontrera des victimes de torture et de violences sexuelles. Au moins 701 personnes ont été tuées en Ituri depuis fin 2017, selon l'enquête du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le conflit oppose deux communautés de l'Ituri, les Landous majoritairement agriculteurs et les Hema éleveurs et commerçants. Michelle Bachelet rencontrera sur place des représentants des deux communautés ainsi que les autorités locales. Elle se rendra ensuite à Kinshasa où elle rencontrera le président Félix Tshisekedi à la fin de son séjour. Dans la foulée de l'annonce de cette visite, l'armée congolaise a indiqué ce lundi avoir neutralisé dans la province de l'Ituri 12 assaillants du groupe armé pro-Lendou Codeco qu'elle accuse d'avoir attaqué ses positions. La fête de l'épiphanie orthodoxe a tourné au vinaigre dans une ville située au nord de l'Éthiopie. Au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. C'était lundi. À l'origine, l'effondrement d'une plateforme en bois sur laquelle avaient donc pris place des centaines de chrétiens pour la commémoration de cette solennité de l'Église catholique. La fête éthiopienne de l'épiphanie, Timkat, a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel en 2019. Le festival Timkat est une des fêtes les plus importantes pour les orthodoxes d'Éthiopie, qui représentent environ 40% des 110 millions d'habitants du pays. Elle est célébrée à travers le pays, mais les cérémonies les plus connues ont lieu à Gondar, l'ancienne capitale de l'Empire éthiopien. Seulement, cette édition n'aura pas été gaie pour tous. Des milliers de personnes se rassemblent traditionnellement avant le lever du soleil pour regarder les fidèles s'immerger dans de l'eau bénite afin de célébrer le baptême du Christ dans le Jourdain. Des centaines d'entre elles avaient pris place sur une structure artisanale faite de longs rodins de bois attachés les uns aux autres qui s'est écroulée au milieu de la cérémonie selon des témoins. 3 personnes ont perdu la vie. La source hospitalière a précisé que les blessés, dont on ignorait le nombre exact, souffraient de fractures et d'hémorragies internes. Les autorités locales n'ont pas souhaité donner de précisions sur l'incident. La principale ville portuaire du Soudan a été ce lundi le théâtre de manifestations. Des écoliers étaient dans les rues contre la flambée des prix des denrées alimentaires, une situation qui ne rehausse pas l'image de ce pays confronté déjà à la crise économique aiguë. Les élèves se sont dirigés vers le siège du gouvernement de Port-Soudan dans l'Est. Une région qui est la plaque tournante économique du pays et un des épicentres du soulèvement contre le régime d'Omar el-Béchir. La hausse des prix des denrées alimentaires, notamment un triplement du coût du pain, a été le déclencheur de cette révolte populaire qui a abouti à sa destitution après 30 ans de pouvoir sans partage. Les nouvelles autorités ont multiplié les mesures visant à démanteler l'ancien régime et répondre aux aspirations de la contestation. Mais l'économie du pays reste exsangue, souffrant d'une forte inflation et d'une pénurie de devises étrangères. Le gouvernement de transition du Premier ministre Abdallah Hamdok s'est donné comme priorité de résoudre la crise économique et de rétablir la paix dans diverses zones du conflit. Pour ce faire, il prévoit notamment une série de réformes économiques, dont la suppression des subventions au carburant, un fardeau majeur pour les finances du pays, écrasé par une dette de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Depuis la conclusion en août d'un accord entre les militaires qui avaient succédé à Béchir et les dirigeants de la contestation, le pays est dirigé par un gouvernement de transition avec un premier ministre civil et un conseil souverain composé de civils et de militaires.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis que le Royaume-Uni sera le partenaire de l'Afrique contre vents et marées. C'était lors de l'ouverture du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, un sommet auquel ont participé 16 dirigeants du continent. Devant un parterre de chefs d'État, parmi lesquels le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le dirigeant kényan Uhuru Kenyatta, le chef du gouvernement britannique Boris Johnson a affiché à l'ouverture du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement sa volonté de faire de son pays un investisseur de choix en Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir et le Royaume-Uni a un rôle énorme et actif à jouer dans cet avenir. Et j'espère que vous êtes d'accord parce que nous sommes et nous serons un partenaire, votre partenaire à travers les épreuves. Le Premier ministre britannique a également assuré aux dirigeants africains venus à Londres pour cette conférence que le Royaume-Uni serait plus ouvert aux migrants du continent africain après le Brexit. Organisé à moins de 2 semaines de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce sommet Royaume-Uni-Afrique doit se traduire par des annonces d'accords commerciaux entre entreprises britanniques et du continent africain pour 7,6 milliards d'euros. Boris Johnson, dont le pays va accueillir la COP26 à Glasgow en fin d'année, a également annoncé une modification de la stratégie d'investissement britannique pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement britannique ne fournira plus aucune nouvelle aide pour le développement ni de promotion des investissements, des exportations, des crédits ou du commerce pour les mines de charbon thermique ou les centrales électriques au charbon à l'étranger. Pour dire les choses simplement, pas un centime de plus de l'argent des contribuables britanniques ne sera directement investi dans l'extraction du charbon ou sa combustion pour produire de l'électricité. Nous allons plutôt nous concentrer sur le soutien de la transition vers des alternatives à faible et à zéro émission de carbone. Ce tout premier sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement fait suite à la tournée en Afrique subsaharienne en 2018 de l'ancienne première ministre conservatrice Theresa May, la première qu'un dirigeant britannique effectuait en 5 ans. Interdit de prendre part à l'élection présidentielle du 3 mai prochain. Evo Morales a désigné les candidats de son parti. Le président déchu de la Bolivie a choisi son ex-ministre de l'économie, Luis Arce, comme candidat à l'élection présidentielle. Le poste de vice-président sera donc occupé par son ancien ministre des Affaires étrangères. Luis Arce et David Choquehuanza. C'est le duo qui représentera le parti d'Evo Morales à la présidentielle du 3 mai prochain. L'ex-président de la Bolivie a désigné son ancien ministre de l'économie et celui des Affaires étrangères pour représenter son parti, le mouvement vers le socialisme. Les deux candidats choisis se sont rendus à Buenos Aires, en Argentine, où une cinquantaine de dirigeants de leur parti, de syndicats et d'autres organisations ont débattu, mais aucun des deux n'était présent à la conférence de presse dominicale. Les candidats seront désignés officiellement mercredi dans la capitale argentine. Des sondages effectués avant cette annonce créditent le parti d'Evo Morales de 20,7% des intentions de vote pour la présidentielle de mai devant les autres candidatures. Le premier poursuivant était l'ex-président centriste, crédité de 14% des intentions. Luis Arce, 56 ans, originaire de La Paz, est considéré comme le père de ce que certains appellent le miracle économique bolivien, fondé sur un modèle de développement social, communautaire et productif. Après la nationalisation des hydrocarbures en 2006, qui a coïncidé avec un boom sans précédent des prix du pétrole, l'économie bolivienne a commencé à accroître à un taux annuel de 4,9% et l'extrême pauvreté a chuté de 38% en 2005 à 17% en 2018 selon les chiffres officiels. Evo Morales a démissionné de la présidence sous la pression des forces armées après la victoire au premier tour de l'élection présidentielle du 20 octobre, un scrutin entaché d'irrégularités selon l'Organisation des États américains. La présidente par intérim, la conservatrice Jeanine Áñez, a vu mi-janvier ses fonctions prolongées par la Cour constitutionnelle de Bolivie jusqu'à ce qu'un nouvel exécutif prenne le relais après les élections.
Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.